Épisode La loi Tho. Chapitre 1. La machine qu'on ne peut pas acheter. Une entreprise privée, du seul outil qui compte, décrète que cet outil ne compte plus. Aveu de faiblesse ou coup de maître ? 25 mai 2026, Shanghai. À l'ISCAS, une conférence internationale consacrée aux circuits et systèmes électroniques, He Tingbo monte sur scène. Elle dirige les semi-conducteurs de Huawei et derrière elle, il y a une absence qui pèse plus lourd que le décor, la machine que la Chine n'a pas le droit d'acheter. Pour graver les puces les plus fines du monde, il faut un graveur à ultraviolet extrême, fabriqué par une seule entreprise, ASML, aux Pays-Bas. Une cathédrale mécanique de plus de 150 millions de dollars, lourde comme un autobus, capable de dessiner des motifs invisibles à l'œil nu. Depuis 2019, Washington interdit d'en livrer à la Chine. Alors Huawei arrive devant l'industrie mondiale et dit, en substance, « La machine qui nous manque n'est plus le centre du jeu ». C'est là que le geste devient politique autant que technique. He Tingbo ne présente pas seulement une puce. Elle retire du trône la loi de Moore, ce vieux credo selon lequel le progrès vient d'abord de transistors toujours plus petits. À sa place, elle propose une autre boussole, la loi Tho. Tho comme le temps. Précision indispensable, les chiffres qui suivent viennent d'abord de Huawei. Ils ne sont pas encore validés par des laboratoires indépendants. L'enjeu n'est donc pas de croire l'annonce sur parole, mais de comprendre ce qu'elle changerait si elle tient. Le basculement tient en une phrase. On ne mesurerait plus le progrès seulement en nanomètres, mais en nanosecondes. Non plus seulement la taille du transistor, mais le temps que met le signal à traverser la puce. La vitesse plutôt que la finesse. La circulation plutôt que la miniature. Les promesses donnent le vertige. Huawei affirme viser, dès 2031, une densité de transistors comparable à celle attendue d'un procédé 1,4 nanomètres. Pas une gravure réelle en 1,4 nanomètres. Une densité équivalente, obtenue autrement, sans passer par la machine hollandaise. L'entreprise ajoute avoir déjà conçu ou fabriqué 381 puces sur ce principe, sans vérification extérieure à ce stade. Si l'industrie écoute, ce n'est pas par curiosité académique. Ces puces sont le carburant de l'intelligence artificielle. Privée des processeurs Nvidia les plus avancés, la Chine a fait des puces Ascend de Huawei un pari national. Une issue crédible ne serait donc pas une astuce d'ingénieur, mais une brèche dans le rapport de force mondial. Il faut pourtant garder l'écart réel en tête. La Chine sait produire, de façon prouvée, autour de 7 nanomètres. TSMC, à Taïwan, vise le 1,4 nanomètre en série dès 2028. Le fossé reste immense. C'est précisément ce qui rend la scène troublante. Un acteur distancé ne promet pas seulement de courir plus vite, il affirme que la course se trompe de piste. Alors la question s'installe, et elle va nous tenir 20 minutes. Quand celui qui ne peut plus suivre la règle réécrit la règle, invente-t-il vraiment un autre jeu, ou repeint-il son retard aux couleurs du génie ? Chapitre 2. Moore est déjà mort une fois. Avant de juger Huawei, un souvenir gênant. L'industrie a déjà jeté sa propre loi sacrée par la fenêtre. Et personne n'a parlé d'Autriche. Pour juger Huawei, il faut commencer par un souvenir que l'industrie aime oublier. La loi de Moore n'a jamais été une loi de la nature. En 1965, Gordon Moore observe simplement que le nombre de transistors sur une puce double à peu près tous les 2 ans. Une observation devient une promesse, puis la promesse devient un calendrier. Pendant 60 ans, toute l'informatique avance au rythme de cette courbe. À chaque génération, le même bout de silicium accueille plus de circuits pour un coût comparable. Cette régularité a rendu le téléphone dans votre poche des millions de fois plus puissant que les ordinateurs qui ont envoyé des hommes sur la Lune. Mais un transistor moderne approche désormais la taille de quelques atomes. Rétrécir coûte plus cher, chauffe davantage, rapporte moins. La courbe sacrée fatigue. Et surtout, elle a déjà cassé une première fois, vers 2005. Pendant des décennies, la miniaturisation offrait un cadeau bonus, formalisé par Robert Dennard chez IBM. Plus un transistor était petit, moins il consommait, donc plus on pouvait augmenter la fréquence. Voilà pourquoi les années 90 et 2000 ont vécu sous un chiffre magique, les gigahertz. Puis le cadeau s'est arrêté. Les puces chauffaient trop. Le Pentium 4 d'Intel a buté sous les 4 GHz, symbole parfait d'une promesse devenue mûre. L'industrie n'a pas renoncé, elle a déplacé l'objectif. Puisqu'un cœur ne pouvait plus accélérer seul, on en a mis plusieurs côte à côte. Le multicœur a remplacé la course à la fréquence. C'est le point gênant du débat. Le secteur entier a déjà fait ce qu'on reproche aujourd'hui à Huawei. Il a changé de critère quand l'ancien ne portait plus le progrès. Personne n'a parlé de triche, on a appelé cela de l'ingénierie. Sur le papier, la loi Tho n'a donc rien d'absurde. Troquer la taille du transistor contre le temps de circulation du signal s'inscrit dans une longue histoire de contraintes transformées en architecture.
mais la différence est énorme. En 2005, le mur était physique et tout le monde l'a heurté ensemble. Le mur de Huawei, lui, commence par le droit. Des sanctions, des licences refusées, une machine interdite. Ensuite seulement, dans l'usine, la physique reprend ses droits. Il faut évacuer la chaleur, sauver le rendement, réinventer les logiciels, maîtriser les matériaux. Redéfinir l'axe parce que la nature vous y oblige ou parce qu'une puissance vous ferme la porte. Est-ce vraiment le même geste ? Chapitre 3. Piller la logique. Si l'on ne peut plus étaler les circuits, il reste une direction, vers le haut. Mais bâtir en hauteur réveille de vieux démons. Alors que propose vraiment Huawei ? Le nom est presque trop parfait. Logic Folding. Plier la logique. Imaginez une ville construite pendant 50 ans sur une plaine. Pour loger plus d'habitants, on réduit chaque maison et on serre les rues. C'est l'histoire classique de la puce. Imprimer des motifs toujours plus fins sur une surface plate. L'EUV d'ASML est la machine qui permet ces traits minuscules, des milliers de fois plus fins qu'un cheveu. Et c'est cette machine qui manque à la Chine. L'autre option consiste à quitter la plaine. On n'étale plus, on empile. La puce se construit en hauteur, étage par étage, avec des blocs logiques rapprochés en 3 dimensions. Voilà l'idée de Logic Folding. Le lien avec la loi Thot devient alors évident. Dans une puce, la distance est du temps. Plus les blocs sont éloignés, plus le signal tarde, plus l'énergie se perd en route. En rapprochant le calcul, la mémoire et les interconnexions, on ne gagne pas seulement de la place, on raccourcit le trajet des données. Or, c'est devenu l'un des grands drames du calcul moderne. Les processeurs savent compter très vite, mais ils attendent sans cesse que les données arrivent. Le goulot n'est plus toujours le transistor, c'est le voyage jusqu'à la mémoire. Les ingénieurs appellent cela le mur de la mémoire. La loi Thot prétend l'attaquer de face. Les annonces sont ambitieuses. Selon CGTN et Tom's Hardware, Huawei promet 55% de densité en plus et une densité équivalente à un procédé 1,4 nanomètres vers 2031. Les premières puces Kirin utilisant cette approche sont annoncées pour l'automne 2026. Autrement dit, très bientôt. Mais c'est ici que le récit doit ralentir. Empiler des circuits, ce n'est pas empiler des Legos. Des étages actifs collés les uns aux autres chauffent violemment. Les logiciels de conception doivent apprendre à penser en volume, pas seulement en surface. Et le rendement reste la grande inconnue. Combien de puces sortent vivantes de la chaîne ? Si 1 sur 2 seulement fonctionne, l'exploit technique devient un désastre économique. Ces aveux fragilisent l'annonce, mais ils lui donnent aussi du poids. Une pure opération de communication ne s'attarde pas sur ses propres murs. Et surtout, Huawei ne part pas d'une lubie isolée. Tout le secteur cherche déjà à rapprocher les données du calcul. Chiplets, packaging avancé, empilement mémoire, interconnexion plus courte. Le diagnostic est mondial. La question n'est donc pas de savoir si le problème existe. Il existe. La question est de savoir si Huawei possède, derrière la formule, un silicium capable de tenir la promesse. Chapitre 4. Tokyo, 1976. Moscou, 1968. 2 pays acculés. L'un a bâti un géant, l'autre s'est muré dans la copie. Reste à savoir lequel des deux Huawei est en train de rejouer. Pour distinguer une rupture d'un maquillage, l'histoire offre 2 miroirs. Le premier se trouve au Japon, au milieu des années 70. Le pays regarde IBM dominer l'informatique mondiale et comprend qu'il risque de rester client pour toujours. En 1976, le MITI, le ministère de l'Industrie japonais, force alors des entreprises rivales à coopérer sur les circuits intégrés. Elles se détestent, mais elles partagent leurs recherches. Le projet s'appelle VLSI. Moins de 10 ans plus tard, le Japon ne se contente pas de rattraper l'Amérique. Il la dépasse dans les mémoires. Ces usines prennent une part majeure du marché mondial, au point que Washington négocie en 1986 pour contenir la vague. Ici, la contrainte fabrique un acteur autonome. Pas une copie, une puissance industrielle. Le second miroir est soviétique. À la fin des années 60, Moscou affronte lui aussi un retard et un embargo. Mais le pouvoir choisit l'autre route. Cloner le système 360 d'IBM. Le programme s'appelle RIAD. Sur le moment, l'idée paraît rationnelle. Pourquoi inventer une architecture quand la référence mondiale existe déjà ? Le piège se referme lentement. Copier, c'est accepter d'arriver après. Les ingénieurs soviétiques passent des années à démonter les générations d'IBM au lieu d'inventer la suivante. Les machines existent, elles fonctionnent, mais elles programment le retard qu'elles prétendaient combler. 2 pays acculés, 2 réponses. Tokyo transforme la contrainte en trajectoire propre. Moscou transforme la contrainte en dépendance différée. Où placer Huawei ? Sur le papier, l'indice penche vers Tokyo. La loi Thot ne reproduit pas la feuille de route occidentale. Elle change l'axe de mesure, le temps à la place de la taille. C'est un geste de divergence, pas de clonage. Mais le papier ne grave rien. Le Japon a fini par livrer des mémoires qu'on pouvait acheter. L'Union soviétique a livré des clones, eux aussi bien réels.
Huawei, pour l'instant, livre surtout une scène de conférence, une promesse de 381 puces non mesurées publiquement et un calendrier très agressif. Il faut pourtant rester humble. On a déjà ri trop vite. En 2023, le Mate 60 de Huawei est arrivé avec une puce 7 nanomètres que beaucoup jugeaient impossible sous sanction. Le téléphone s'est retrouvé dans les mains des utilisateurs et le rire s'est arrêté. La leçon n'est pas que Huawei dit toujours vrai. Elle est plus simple et plus dérangeante. On a déjà sous-estimé sa capacité à contourner un interdit. Il faut donc garder les deux hypothèses vivantes, le Japon et Riyad, jusqu'à ce que le silicium parle. Chapitre 5. La grille des 18 mois. Ne regardez pas qui a gagné, regardez ce qu'il faut surveiller. Et une question qui dépasse Huawei. Refermons sans verdict. Ce serait trop tôt et surtout trop facile. Le premier test arrive à l'automne. Si les Kirin annoncés sortent réellement avec cette architecture pillée, si des laboratoires hors de Chine les démontent, les mesurent, les comparent, alors la loi Tho quittera le vocabulaire des communiqués pour entrer dans le monde des faits. Sans mesure indépendante, elle reste une promesse bien écrite. Ensuite, il faudra regarder les symptômes que les slides ne peuvent pas masquer, la chaleur, la consommation, le rendement. Une puce de démonstration peut briller dans un laboratoire. Une industrie se juge quand elle produit des millions d'exemplaires sans en jeter la moitié, et quand ces puces survivent dans un téléphone ou un centre de données. Washington fournira peut-être un autre indice. Si les États-Unis durcissent encore les contrôles, ce ne sera pas une preuve technique, mais un signal politique. On ne resserre pas l'étau autour d'une idée que l'on croit vide. La question dépasse donc Huawei. Toute la doctrine occidentale du contrôle à l'export repose sur une intuition simple. Privez un rival de la meilleure machine et vous le gardez derrière. La loi Tho attaque cette intuition. Elle parie qu'une partie de la performance peut venir d'ailleurs. De l'architecture, de l'empilement, de l'assemblage, de la manière dont les blocs se parlent. Si ce pari fonctionne même partiellement, la doctrine prend une fissure. Une machine s'interdit, une façon d'organiser les circuits se diffuse, se copie, se réinvente. Dans toute cette affaire, le signe le plus parlant ne vient peut-être pas de Huawei, mais de Nvidia. Son patron a reconnu que les restrictions américaines avaient ouvert un espace considérable à Huawei sur le marché chinois. Quand le champion mondial voit grandir le challenger qu'on voulait freiner, il faut écouter. Pour un dirigeant européen, la leçon tient en une règle. Ne suivez pas l'annonce, suivez la livraison. Ne demandez pas seulement si la Chine est devant ou derrière. Demandez-vous si le terrain de jeu est en train de glisser, de la finesse de gravure vers l'intelligence de l'assemblage. Dans ce monde-là, les cartes se rebattent pour tout le monde. Et l'Europe se retrouve devant une ironie cruelle. Elle abrite ASML, le seul fabricant de la machine reine, mais ne produit pas elle-même les puces les plus avancées. Elle tient l'outil, tandis que d'autres s'en servent ou apprennent à s'en passer. La contrainte a fabriqué la loi Tho, c'est certain. Ce qu'elle a fabriqué exactement reste ouvert. Un nouveau Japon, capable de tracer une voie industrielle, ou un nouveau Riyad, condamné à courir derrière la machine qu'on lui refuse. Le silicium de l'automne tranchera, pas le diaporama de Shanghai. Vous écoutiez La Loi Tho. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.